Une personne qui commence à avoir une intuition assez développée a le plus souvent choisi de fréquenter des personnes qui valorisent cette faculté. Et parmi ces personnes, certaines vont lui apprendre à positiver en toutes circonstances, notamment en ne s'enfermant pas dans des peurs, dans des colères, ni dans un mental limitant, selon les expressions consacrées. Et il se dira dans la foulée que ces attitudes de peur, de colère, disqualifient l'accès à la spiritualité, alors que l'intuition, au contraire, est le signe de personnes, entre guillemets, spirituellement évoluées. Lorsque l'hypersensible va rencontrer des problèmes dans la vie, qu'ils soient financiers, sociaux, professionnels ou familiaux, par exemple, il va donc tenter d'y voir des traductions de cette évolution spirituelle dans les problèmes eux-mêmes, comme si ces problèmes étaient la traduction de son évolution. En disant par exemple qu'il va brûler du karma, c'est-à-dire accepter de rencontrer des épreuves dans la vie sur un temps plus court, de façon à apprendre à se détacher des choses et du monde. Pour l'hypersensible, donc, qui a choisi de développer son intuition, vivre les choses comme ça, c'est comme aller au-delà des apparences, et donc percevoir davantage que les autres à travers les problèmes eux-mêmes. J'essaye d'illustrer que le chemin de l'expérimentation va tenter de trouver des explications cohérentes à ce qui est vécu, et que ça va conduire à écouter ce que suggère l'entourage, à travers des explications qui permettent de garder intact le mode de fonctionnement basé sur l'intuition. L'intuition fait partie de son identité, de sa particularité, de son talent personnel, et il ne faut donc surtout pas y toucher dorénavant. Je parlais de karma, mais les idées qui vont bien avec seront du genre qu'en fait, l'hypersensibilité est bloquée chez les autres, ce qui renforce la représentation que lui, hypersensible, en fait est en avance, tant et si bien que ce qui était perçu avant comme un handicap ou un trop devient quelque chose maintenant qui est perçu comme un atout, une qualité, et il va associer des concepts qui peuvent accueillir ces perceptions, ces intuitions justement. Parce que tout ça, c'est une perception intuitive qui devient positive, qui améliore l'image de soi. Vous voyez, le chemin d'expérimentation de l'hypersensible et le chemin de conceptualisation de ce qui est expérimenté sont liés en fait. Si je les distingue, c'est pour mieux expliquer les choses, ou tenter de le faire en tout cas. Désormais, si vous voulez, l'hypersensible sera plutôt désigné comme quelqu'un qui a des antennes, qui a un sixième sens, qui est un peu voyant, et qui a donc accès à quelque chose auquel les autres, eux, n'ont pas accès. Et faire partie du game avec le statut d'avoir un sixième sens, un don de voyance, quelque chose de plutôt sympa quand même. Donc l'hypersensible aura misé sur son intuition et va donc utiliser cette faculté au quotidien comme une qualité habituelle. Et donc au quotidien, en permanence, il percevra des atmosphères, des pensées, des sentiments, des souvenirs, des impressions, dont certaines sont personnelles, d'autres ne le sont pas, d'autres sont des réactions inconscientes de sa part à ce qu'il perçoit, sans parler de la nécessité de tenter d'interpréter tout ce qui est perçu. Alors bon, tout ça démultiplie les informations, c'est quasiment exponentiel. Donc vous comprenez aussi que ça entraîne encore plus de fatigue. Autrement dit, la vie d'un voyant est exactement la même que celle d'un hypersensible, mais en pire. En fait, ce qui change, c'est surtout le regard des autres, il est plus ressenti, du moins par l'hypersensible, comme étant accusatoire, laissant entendre que donc l'hypersensible est trop quelque chose et qu'il y a un problème, en fait, que c'est quelqu'un qui n'est pas normal. Là, au contraire, il est plus ou moins auréolé d'un statut, donc de quelqu'un de particulier, mais en positif. Il devient voyant aux yeux des autres. Avec plus d'expérience, le voyant, alors qu'il soit ou non professionnel, là n'est pas la question, il va apprendre à mettre une barrière intérieure vis-à-vis de ces informations qui sont captées dans le but de les filtrer. Alors on a vu qu'il nage en permanence dans un bain d'informations qui sont toutes imprégnées d'émotions diverses et qu'il ne parvient pas toujours à nommer, à classer ou à comprendre. Il faut se rappeler qu'en fait la réceptivité intuitive est elle-même une faculté essentiellement passive, qui reçoit en flux continu des impressions, et ces impressions ne cessent de se répercuter à l'intérieur du voyant, alors même qu'il tente de les filtrer, ou même s'il se défoule pour les évacuer, par exemple, il reste toujours en fait une partie résiduelle qui ne cesse de continuer à nourrir son intérieur et son imagination, même s'il essaye de mettre un filtre. Tout cela se persiste et se transforme à l'insu de la conscience, du champ de conscience du voyant. Et ça touche à des parties non conscientes, et tout son monde intérieur est ainsi alimenté par un perpétuel chambardement en fait. Je ne sais pas si vous comprenez un peu le chaos dans lequel peut vivre un voyant.
même s'il essaye de se protéger en mettant des filtres, etc. Alors bien sûr, ça peut prendre des années, ou seulement quelques mois, mais au bout d'un moment, le voyant va avoir à supporter plus de poids qu'il ne peut en supporter en réalité. Ce qui peut l'entraîner dans un épisode, par exemple, de dépression, ou bien de désenchantement, ou une perte complète de sens de la vie. C'est sur les causes sur lesquelles on va revenir dans cette série d'entretiens un peu plus tard. Donc en fait, ces différentes crises qu'il va traverser seront vues, comme tous les problèmes rencontrés dans la vie, comme la traduction d'une problématique d'ordre spirituel. C'est-à-dire qu'en fait, il devient plus spirituel et il a plus de mal à porter les choses, mais ce sera toujours d'une interprétation d'ordre spirituel. Et dès lors, le voyant peut tenter de soit rationaliser ce qui lui arrive, pour le faire rentrer dans un système, soit aller encore plus loin dans l'expérimentation en essayant de purifier cette expérimentation et en se préservant par exemple des pollutions qu'il perçoit des autres, en décrétant par exemple que ces impressions viennent du entre guillemets bas astral. Bas astral, c'est des expressions qui peuvent être employées à ce moment-là. Alors j'expliquerai plus tard ces théories, je poursuis surtout par le passage vers la médiumnité qu'on va maintenant aborder, parce que la médiumnité utilise strictement la même faculté que la voyance, c'est-à-dire l'intuition, mais j'établis une différence entre les deux. Parce que si le voyant interagit avec des personnes humaines assez immédiatement, donc quand ces personnes sont rencontrées, le médium, lui, comme son nom l'indique, est médiateur entre deux mondes. Et si pour le voyant, il n'y a pas toujours de théorisation de ce qu'il perçoit, car il agit en fait dans le sillage d'une faculté, en se servant éventuellement d'un support comme la boule de cristal, mais ce support lui-même n'est pas indispensable, le médium, quant à lui, doit se doter d'une théorie, d'une grille de lecture, car il a affaire à deux mondes bien distincts. De son côté, le voyant a confiance en son intuition, et le médium doit avoir non seulement confiance dans son intuition, mais aussi développer une confiance dans les instances autres que celles des hommes ordinaires. Vous comprenez cependant qu'on peut être médium sans avoir été voyant et être voyant sans chercher à devenir médium. Vous suivez toujours, hein. Devenir médium, quand on a été voyant, peut apporter une sorte de soulagement. Parce que avoir été en contact avec les angoisses de ses contemporains est un vrai fardeau, et tout le monde n'en est pas vraiment capable, ou pas capable très longtemps, alors que le médium, lui, a affaire à des mondes différents qui ne sont pas forcément porteurs d'angoisse, de peur, d'hostilité, du moins il ne les perçoit pas comme ça, et ça peut sembler en tout cas beaucoup moins lourd à porter. De plus, j'attire l'attention sur le fait que peuvent aussi se produire des manifestations concrètes avec la médiumnité. Il n'y a pas que le monde intérieur qui est concerné, celui de l'intuition, et donc ça peut aussi concerner des faits tangibles, et ça peut être très impressionnant pour tout le monde, le médium et les personnes qui le rencontrent. Donc ça reste un sujet sur lequel je reviendrai, plus spécifiquement lorsqu'il sera question d'occultisme, mais ce qui nous intéresse pour le moment, c'est de comprendre les mécanismes en jeu autour de l'hypersensibilité chez le médium. Donc je vais poursuivre dans ce sens. Donc on reprend à la base, le médium est un médiateur entre deux mondes, un monde matériel ou ordinaire, d'où viennent les gens qui rencontrent le médium, et un monde autre. Et ce monde autre sera désigné comme étant spirituel, il peut être astral, un monde divin, un monde angélique, le plan causal ou planétaire, le monde des défunts, ou des plans énergétiques, ou les esprits des éléments, l'âme d'un groupe animal, etc. Enfin, se réfère à quelque chose d'un monde non matériel, et qui va définir le langage, en quelque sorte, du médium. La conception de telles dimensions, que je viens de citer, nécessite l'acquisition de données théoriques qui émanent donc d'un système. Ça permet d'avoir une sorte de grille de lecture. D'où la nécessité d'avoir des apports théoriques et pas seulement des interprétations subjectives comme pouvait le faire le voyant. Et ces apports théoriques auront au moins l'apparence d'une rationalité et seront l'expression d'un chemin ésotérique que l'on verra la prochaine fois. Parfois, les médiums adoptent un seul système de représentation ésotérique. Souvent, ils en accumulent plusieurs. Et même parfois, ils mélangent les systèmes les uns avec les autres. Alors bon, ça a l'avantage, pendant un temps au moins, d'établir un lien de compréhension avec les personnes qui reçoivent les messages, qui sont donc bien de ce monde, comme si, en quelque sorte, il y avait une sorte de référence culturelle commune. Et ça donne aussi l'impression que le médium maîtrise ce qu'il fait, puisque s'il peut citer des sources particulières qu'il qualifie
venant de mondes différents, c'est qu'il est lui-même à même de les identifier et de les nommer. Par exemple, ici c'est un esprit, là c'est un ange, ou là encore c'est un niveau trop puissant pour moi parce que ça touche au divin, etc. Selon les messages qu'il perçoit, l'interprétation qu'il en fait, le contexte, se doter d'un référentiel compréhensible de tous est quand même un plus. Mais en fait, je m'avance un peu, parce que dans la réalité des faits, il n'est pas fréquent que les entités, intelligence, esprit, force, etc., que contactent le médium, donnent leur nom, ou leur pédigré, ou leur propre nature. C'est le médium qui les appelle comme ça. Les esprits s'adressent à l'intuition du médium et se laisseront en fait appeler par des noms que le médium connaît déjà, mais personne ne pourra le vérifier. Parce qu'en fait, comment faire ? En fait, ça nécessite basiquement, fondamentalement, je veux dire, la confiance de la part du médium vis-à-vis de ces instances. C'est la confiance dont je parlais tout à l'heure. Parfois, ces entités, ces forces se laisseront appeler par des noms en accord avec ce que le médium connaît déjà et reconnaît comme valide, comme par exemple les archanges, les maîtres cosmiques, etc. Mais ça peut être tout simplement la lumière, voire des fois carrément Dieu. Dieu me parle. Alors si c'est le cas, vous reconnaîtrez que nous sommes là sur des cas limites. Si vous percevez cela vous-même en tant que médium, ou si vous êtes en contact avec un médium qui affirme recevoir des messages de Dieu, du grand tout, je vous invite à la plus grande prudence, pour ne pas dire « fuyez, pauvre fou !» Parce que même si le médium semble de bonne foi, on peut dire que ça commence à craindre un peu là. Dans la réalité, en fait, le plus souvent, ces forces restent anonymes, c'est-à-dire elles se feront appeler les guides, les esprits ou intelligences. Elles s'adressent au médium, ne disent pas comment elles s'appellent, je dirais entre guillemets, personnellement. Par contre, l'imagination du médium lui apprendra à remplir en fait les trous par lui-même dans ce type d'information. Donc ce n'était qu'une parenthèse, nous verrons plus tard comment il serait possible de discerner dans de telles circonstances qui fait quoi, qui est quoi, etc. Mais vous comprenez que là, il y a trop à dire, donc je ferme la parenthèse. Pour résumer, en fait, je retiens 3 caractéristiques qui vont définir le statut de médium dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui. Premièrement, l'utilisation de la faculté intuitive. Deuxièmement, l'acquisition d'un système théorique qui servira de grille de lecture commune, ou au moins pour le médium. Et troisièmement, la confiance dans les interlocuteurs d'un monde autre que le monde immédiat. Et sans cette confiance, rien n'est possible. Le médium est consciemment et délibérément intermédiaire entre des entités, énergie, esprit, et les personnes du monde matériel ou le monde en général. Et il fait passer des informations d'un côté à l'autre. En fait, ça se passe aussi dans les deux directions. Il est plus ou moins toujours en immersion entre ces deux mondes et sera disponible à n'importe quel moment pour canaliser les messages, mais parfois il pourra aussi s'entourer de rituels censés amorcer le contact ou le rendre plus rapide. Et les appellations changeront selon les systèmes de référence, les systèmes théoriques, selon que l'origine idéologique sera par exemple spirit, théosophique ou issue de la psychologie transpersonnelle ou de disciplines dites alternatives. Alors dans des sources qui seront officiellement scientifiques, entre guillemets, réputées issues de peuples lointains, ça peut être dans le temps ou bien dans l'espace, ou bien encore issues d'une tradition occulte soigneusement dissimulée au grand public depuis toujours. Je ne doute pas, ceci dit, de la bonne foi de ceux qui utiliseront de tels arguments. J'illustre simplement ce qui me semble être un foisonnement de théories et de sources possibles. Et j'ai conscience au passage que la magie est très différente de la théosophie, qui diffère de l'occultisme, qui diffère de certaines techniques de thérapie ou de psychothérapie. Mais bon, on ne rencontre pas ces interlocuteurs au même moment de la vie ou dans les mêmes contextes. Mais plusieurs points communs existent qui me font désigner la médiumnité. Je le répète, ces points communs, c'est l'utilisation de la faculté intuitive, l'acquisition d'un système théorique qui sert de grille de lecture et la confiance dans des interlocuteurs ou forces d'autres mondes que le monde immédiat. Avec cette confiance, le médium est souvent très content d'avoir des capacités un peu hors du commun et dont il est persuadé qu'elles seront bénéfiques. Et je ne remets encore une fois pas du tout en question la sincérité des médiums, pour ne parler que de ceux bien sûr qui sont honnêtes et de bonne foi. À propos des médiums honnêtes, ils peuvent connaître des moments de grand doute, si ce n'est en permanence, au moins parfois, sur la nature de ce qu'ils font. Et là, la susceptibilité, qui est aussi la signature de l'hypersensible, peut ressurgir en certaines occasions.
nous avions noté qu'une personne hypersensible teinte toutes ses perceptions selon ses émotions. Et parfois, la personne n'a pas conscience de ses émotions et de ce qu'elle perçoit au fond, ou de ce qu'elle ressent. Et il se produit plutôt une traduction en autre chose, comme un parfum, une scène animée, etc. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et par contre, elle va percevoir, elle aura conscience de cette scène animée ou de ce parfum en lieu et place de l'émotion qui l'a provoquée. Et il en est de même pour les interactions du médium avec le monde invisible. C'est-à-dire que les impressions sont converties en autre chose, mais avec en plus le vernis de croyances qui seront elles-mêmes acceptées comme des connaissances. Vous vous souvenez, l'intelligence intuitive, l'évolution spirituelle font penser que finalement les choses sont comme ci ou comme ça, ce ne sont que des suppositions ou des perceptions intuitives. Et avec ce mode de fonctionnement très intuitif qui caractérise, le médium est vraiment de bonne foi, ce qui n'empêche que parfois ce médium peut avoir de façon éventuellement très fugace l'impression qu'il est induit en erreur dans ce qu'il dit, dans son discernement, qu'il y a quelque chose de truqué dans ce qu'il fait ou au moment où il le fait, et qu'il lui manque quelque chose de particulier qui lui permet de parler vraiment avec autorité ou d'être certain de ce qu'il fait, ou de ce qu'il dit, ou de ce qu'il perçoit. C'est pour ça qu'il est dans un doute profond. Alors il peut se remettre en question, il va remettre en question soit sa connaissance, soit sa, entre guillemets, sa puissance. Dans certains milieux, ça prend du sens ce mot-là, ou son talent de médium, sa capacité à filtrer ce qu'il perçoit. Donc ça peut être plus sur le plan psychologique, son propre équilibre peut être remis en question, mais rarement il va remettre en question le monde invisible dans lequel il baigne en permanence. Car le monde invisible ne peut être que spirituel à ses yeux, et donc positif. Du moins, c'est la plupart des systèmes et des techniques qui vont dans ce sens, disant que ce qui est spirituel est forcément positif et ce qui est immatériel est spirituel. Il en résulte que des périodes de doute profond sur sa personne peuvent surgir, et ce doute peut vraiment aller très loin parce que ce doute, il le prend pour lui. En revanche, ça aussi c'est très important, si cette même perception fugace est affirmée par quelqu'un d'autre que lui, quelqu'un qui remettra en question, cette fois, le monde des esprits, par exemple, des anges, des énergies, ou cette lumière auquel se réfère le médium, alors lui se sentira insulté, et il prendra ces questionnements comme des attaques directes contre lui. En effet, le médium s'identifie à ses capacités et à une foi profonde dans les instances, même si par ailleurs, elles peuvent le terrifier. C'est-à-dire qu'il a un rapport de confiance, une foi profonde, même s'il sait qu'il peut les craindre avec une vraie panique en fait. Mais vous voyez, le médium a passé et passe beaucoup d'énergie à construire, à maintenir et vivre avec un équilibre fragile, en tout cas patiemment construit, et tout questionnement non intuitif constitue une intrusion, une agression. Rappelez-vous, le médium parlera de connaissance, alors qu'en fait, il est complètement sur le registre de la foi, mais il ne le dit jamais comme ça. Ce qui explique, si vous avez déjà eu des discussions de cet ordre-là, la réaction systématiquement hostile d'un occultiste face à des interlocuteurs qui ne rentrent pas dans la relation qu'il impose ou qu'il induit. Donc pour conclure, si vous voulez, un médium honnête aura conscience qu'il perçoit de manière orientée, marginale, et qu'au fond, s'il est modeste et honnête donc, il identifiera qu'il est sur un très long sentier, il va le voir comme ça, et il y a une évolution théorisée dans laquelle il s'inscrit, mais il n'est pas arrivé au top du top, quoi. C'est une théorisation que nous allons précisément aborder la prochaine fois. On abordera le chemin de l'ésotérisme, qui tend à théoriser l'expérience en véhiculant au moins une vision du monde, mais cette vision est toujours réservée à certains adeptes. À bientôt! Allez, salut!